Bonjour, je suis Stéphane Buor, directeur scientifique du pôle jardin botanique du Conservatoire botanique national de Brest, et je travaille à monter des projets de conservation en partenariat avec des partenaires étrangers. Donc je vais exposer le cas particulier d'une espèce sur laquelle nous avons travaillé durant 40 ans pour essayer de la préserver et de la réintroduire dans son milieu naturel. Un grand merci d'abord à la Société botanique d'Occitanie, à Pierre Coulot et son équipe pour leur invitation et pour sa présentation édifiante. Pardon ? Ah ben voilà, c'est bien d'ici qu'il faut parler. Ok. Je vous propose maintenant de nous diriger vers les Mascareignes, un archipel de l'océan Indien, pour parler de conservation. Alors, j'ai préparé ce discours écrit de manière à pouvoir condenser en 20 minutes tout ce que j'ai à vous dire sur la question. Voilà. Surgit de l'océan Indien, il y a 8 millions d'années, l'île Maurice est une petite île volcanique de 65 km sur 48, perdue au large de Madagascar, à 1000 km de Madagascar et à 200 km de la Réunion. Les îles Mascareignes, Maurice, la Réunion, Rodrigue, sont très longtemps restées isolées et inhabitées, abritant de très nombreuses espèces végétales et animales endémiques. Jusqu'au XVIe siècle, les forêts luxuriantes recouvraient l'intégralité de l'île. Avant l'arrivée des hommes, des Portugais, des Hollandais, des Français, puis des Anglais, les paysages se sont altérés grandement depuis cette arrivée, entraînant la régression des habitats forestiers, évidemment, et l'extinction de nombre d'espèces vivantes sur l'île Maurice. Le plus célèbre, le dodo, fut massacré jusqu'à son extinction, et tant d'autres comme la tortue géante de Maurice. Les milieux naturels des îles tropicales figurent parmi les plus riches en biodiversité et les plus vulnérables de la planète. Incendies, défrichements, aménagements sont autant d'agressions directes qui entraînent la disparition des milieux naturels et des espèces. Les plantes et les animaux exotiques introduits par l'homme ajoutent encore à ces perturbations. Depuis l'arrivée des Européens sur Maurice au XVIe siècle, les forêts ont été décimées pour laisser place aux cultures, notamment celle de la canne à sucre. Aujourd'hui, seules les parties de l'île les plus escarpées, on peut apercevoir à l'arrière sur ce champ en bas à droite, abritent environ 2% de forêts primaires. Et encore, quand on les connaît, elles sont fortement dégradées. Selon l'UICN, donc Union internationale pour la conservation de la nature, Maurice est le 3e pays au monde comptant le plus grand nombre d'espèces endémiques disparues. Malgré ce constat alarmant, l'île Maurice, Madagascar et les îles voisines de l'océan Indien constituent l'un des hotspots de biodiversité planétaire en raison de leur exceptionnelle biodiversité. Maurice compte en effet aujourd'hui 750 espèces indigènes de plantes vasculaires, dont 43% sont endémiques et 22% menacées. On y recense aussi au total une 50aine d'espèces éteintes. Cette petite île représente donc un enjeu majeur pour la conservation de la biodiversité mondiale. Alors je vais vous parler un peu de nous maintenant. Il était naturel à la naissance du Conservatoire botanique national de Brest, qui fut l'un des tout premiers conservatoires botaniques créés en France et dans le monde, en 1975, et dont la vocation est la conservation de la flore menacée, que ce soit sur son territoire d'agrément, l'ouest de la France, nord-ouest de la France, ou à l'international. Que ce conservatoire soit dès son origine intéressé tout spécialement au sort des îles océaniques, qui sont à la fois si riches et si fragiles, à celui de Maurice en particulier. Les Mascareignes furent notamment l'un de ses premiers théâtres de mission pour ce tout jeune conservatoire. Initié donc dans les années 70 et justifié à l'époque par l'absence de structures et de politiques locales spécialisées dans la conservation végétale,
La collection dynamique du conservatoire, dont vous voyez quelques spécimens actuellement, cette collection dynamique a rapidement renfermé une forte proportion de plantes menacées des îles océaniques et notamment des mascareignes. Cette collection est aujourd'hui la plus importante collection au monde d'espèces végétales menacées, pas seulement des mascareignes, mais contenant beaucoup d'espèces à la fois méditerranéennes et des archipels insulaires. On est sur à peu près 2000 taxons, donc devant celle du Jardin botanique royal d'Édimbourg et de Kew Garden à Londres. Cette mise en collection, souvent réalisée dans l'urgence, a permis de sauvegarder à Brest de nombreuses espèces qui auraient sans doute disparu sans son intervention. Ce dispositif de conservation ex situ n'est cependant qu'un pis-aller, il faut bien en être convaincu, une étape seulement dans l'histoire d'un processus de conservation visant à réhabiliter les espèces dans leur environnement naturel préalablement restauré. C'est évidemment la finalité de la conservation. Le programme de conservation que je vais vous exposer rapidement est donc le fruit de 40 années d'efforts alliant sauvetage in extremis d'espèces au bord de l'extinction, réhabilitation d'habitats naturels et réintroduction de ces espèces dans leurs espaces naturels d'origine. Parmi la trentaine d'espèces mauriciennes cultivées à Brest et rapatriées depuis sur l'île Maurice assez récemment dans la dernière décade, certaines ont fait l'objet d'attention et de soins tout particuliers, de partenariats scientifiques, techniques et financiers engagés dans la durée, sans lesquels aucune perspective de réintroduction en nature n'aurait été envisageable. Parmi celles-ci, un exemple, une histoire de plante, celle de Cylindrocline lawrencei, qui illustre les travaux qu'il a fallu mener pour conserver ces espèces en extrême limite d'extinction et pour aboutir à cette logique de retour in natura. Le genre Cylindrocline appartient à la famille des Astéracées. Il est endémique de l'île Maurice et ne contient que 2 espèces d'arbustes. L'histoire de Cylindrocline lawrencei commence dans les années 70. Cette espèce est alors réduite à seulement 2 individus connus, subsistant dans une unique station naturelle située à Plaine Champagne, dans le sud-ouest de l'île. En 1977 et 1982, Jean-Yves Le Souef, qui était alors fondateur, et qu'il est resté fondateur du Conservatoire botanique national de Brest, décide avec les autorisations des instances locales de collecter graines et boutures dans l'espoir de cultiver cette espèce pour éviter une véritable disparition due à la déforestation de son habitat naturel, puis à sa colonisation par des espèces végétales invasives. Les premières graines cultivées au conservatoire permirent d'obtenir de nombreux individus, on est dans les années 70, début 80, et une partie d'entre elles furent placées par mesure de sécurité dans différents jardins botaniques à travers l'Europe et le monde. Waimea, Cambridge, Kew, Édimbourg, Nancy. En 1990, à cette même période, malgré les efforts entrepris sur place, l'espèce est officiellement déclarée éteinte en nature. Et parallèlement, dans les jardins botaniques et les conservatoires qui en avaient la responsabilité, l'espèce disparaît également. Personne n'a réussi à maîtriser à comprendre aussi sa culture. Donc, seul subsistait à cette époque encore quelques graines de Cylindrocline collectées en nature et stockées en banque de graines à moins 18 degrés au conservatoire de Brest. De nouveaux semis sont alors réalisés, mais ne donnent aucun résultat. Donc en 92, Cylindrocline lawrencei semblait définitivement éteinte, disparue. Le conservatoire, à ce moment-là, décide de s'assurer de la viabilité de ces dernières graines en réalisant des tests de coloration vitale appropriés. Et ces tests ont permis de révéler sur les graines testées la présence de massifs cellulaires encore vivants au cœur des embryons. Ainsi, bien qu'il fût avéré que ces graines pouvaient germer en conditions naturelles, certains de leurs tissus présentaient encore une certaine viabilité. En 1993, le conservatoire décida d'avoir recours aux biotechnologies végétales, seul recours possible dans un tel cas, en isolant et en cultivant, grâce à la culture in vitro, ces derniers massifs cellulaires,
Ces essais, ça s'appelle de la culture in vitro d'embryons zygotiques, ont été menés avec le concours de l'INRA et permirent de régénérer des plantes entières. Il s'agissait alors d'une première en matière d'utilisation des biotechnologies au service de la conservation de la biodiversité. Il restait ensuite à les multiplier. Au début des années 2000, je regarde le temps en même temps, ça va. Au début des années 2000, les quelques plantes adultes obtenues par culture in vitro d'embryons dont je viens de parler n'ont permis d'observer aucune floraison et des trop rares nouveaux individus obtenus par multiplication végétative classique, c'est-à-dire par bouture, on a pu essayer d'obtenir, ne permettaient en fait pas d'envisager leur conservation à long terme et surtout leur rapatriement en nature à Maurice. Donc, une nouvelle fois, on arrivait un peu sur une fin de cycle. Et notre idée, à ce moment-là, pour contourner, en fait, ces échecs et les limites des techniques classiques de multiplication, le conservatoire s'est tourné alors vers un laboratoire qui est placé à côté de Brest et qui s'appelle VGNOV, et qui nous a permis, en fait, de tenter de maîtriser, cette fois, l'ensemble des protocoles techniques et des outils biotechnologiques permettant sa culture à grande échelle. Donc, cette diapo illustre en fait le résultat des travaux menés entre 2006 et 2009, donc pas si vieux que ça, un nouveau protocole basé cette fois sur la micropropagation, donc non plus la culture in vitro d'embryons zygotiques, mais cette fois la micropropagation in vitro de l'espèce à partir de ces bourgeons axillaires, qui permet donc d'obtenir en 2 ans à peu près une centaine de plants. Ce qui est très intéressant ensuite pour les tentatives de réintroduction en nature. Voilà ce que ça donne à l'étape d'après, quand on est sorti des tubes, mais qu'on passe à l'acclimatation et en serre de culture à Brest. Donc l'espèce peut alors être considérée comme sauvée en culture, et il devient envisageable d'organiser son retour vers l'île Maurice. Alors en 2010, donc l'intensification des contacts avec les institutions mauriciennes, notamment National Parks and Conservation Service, qui mène depuis plus de 20 ans des actions de réhabilitation, des travaux de réhabilitation de la flore mauricienne. Ces contacts, donc conduits par le conservatoire, nous ont permis de signer un MOU, Memorandum of Understanding, une sorte de convention, en fait, une sorte d'accord de coopération avec le gouvernement mauricien pour organiser le transfert vers Maurice des éléments les plus menacés de la collection de Brest, dont certaines espèces éteintes sur leur île d'origine, dont Cylindrocline lawrencei. Voilà. De 2011 à 2024, dernière phase, différents programmes de multiplication, vous voyez, d'expédition de plantes, d'essais d'acclimatation dans la pépinière Robinson des parcs nationaux mauriciens, se sont succédés, soutenus notamment, et il faut les citer ici, par Cloran Botanical Foundation, et aujourd'hui par notre partenaire mauricien, Mauritius Commercial Bank. Au total, de 2012 à 2024, ce sont 8 colis de plantes qui ont été expédiés de Brest vers l'île Maurice pour ces tests, soit un peu moins de 300 plantes entières et environ 300 vitroplants de Cylindrocline lawrencei. C'est beaucoup de travail de préparation. Cette longue phase d'expérimentation aura permis d'établir un protocole d'envoi optimal. C'est une phase longue, type de matériel expédié, taille des sujets, conditionnement en milieu inerte, traitement phytosanitaire, permis d'importation, quarantaine, acclimatation, culture en pépinière, bref. Une fois acclimatées et cultivées à la pépinière Robinson, les plantes venues de Brest étaient alors prêtes pour la phase la plus délicate et ultime de l'opération, leur retour en nature. Et là, permettre le retour durable d'une espèce éteinte en nature et issue de culture en jardin ou conservatoire botanique ne s'improvise pas. C'est important de le savoir. Certaines études internationales, menées notamment par Sandrine Godefroy de l'Université de Louvain et du Jardin botanique de Metz, en Belgique, a tenté de recenser et d'évaluer le degré de réussite de dizaines d'opérations de réintroduction, renforcement d'espèces végétales, au cours des dernières décennies. Et les chiffres sont sans concession au terme d'une année après les actions de réimplantation. Dans le meilleur des cas, 50% des sujets ont survécu aux conditions de culture, dont seulement 15% parviennent à fructifier.
quand l'espèce, évidemment, est appropriée. Rares sont les expériences véritablement réussies où les plantes réintroduites retrouvent durablement leur place au sein de leur cortège floristique originel. On ne réimpose pas si facilement une espèce à la nature, et en ce qui nous concerne, cet aspect des choses, même sur la plante que je vous présente aujourd'hui, sur cette espèce-là, rien n'est gagné. Pour Cylindrocline, les 3 derniers colis expédiés, qui sont les plus nombreux, ont pu être entièrement consacrés aux essais de réintroduction en nature. Ces premiers essais ont d'abord eu lieu dans le locus classicus de Plaine Champagne, le seul lieu où on n'ait jamais vu cette plante, mais la présence de très nombreuses espèces invasives, animales et végétales, a profondément modifié les conditions originelles du milieu de Cylindrocline. Les plantes réintroduites n'ont pas survécu plus de 2 ans. C'est alors que nous nous sommes appuyés sur une autre approche qui a été privilégiée, basée sur l'expérience et l'expertise de notre partenaire, National Parks and Conservation Service, les parcs nationaux, mauriciens. Celui-ci, donc, notamment, gère le parc national des gorges de la Rivière Noire, qui est d'une superficie d'environ 7000 hectares. Il y mène des opérations originales, intéressantes et exemplaires de restauration des forêts natives dégradées et de réhabilitation d'espèces disparues sur ces sites. Baptisés CMA, Conservation Management Area, ce sont en fait des petites zones, quelques hectares, quelques dizaines d'hectares, qui sont entièrement délimitées par des clôtures grillagées afin d'empêcher l'entrée d'animaux exotiques indésirables, des cerfs, des singes, des porcs, des mangoustes, des rongeurs, et qui sont systématiquement débarrassés des espèces végétales invasives telles le goyavier de Chine, Psidium cattleyanum, qui est un vrai fléau sur l'île Maurice, ainsi qu'un certain nombre d'espèces invasives. Ces espaces gérés activement à des fins conservatoires ont été établis dans chacun des 5 types de forêts naturelles présentes à Maurice. Ils couvrent au total quelques dizaines d'hectares, c'est pas énorme, mais ça représente un type d'expérimentation tout à fait original et rare en matière de génie écologique. Ainsi, les travaux de réhabilitation engagés il y a 25 ans dans la réserve naturelle de Pétrin, que vous voyez vaguement ici, non loin de Plaine Champagne, locus classicus, ont permis d'observer le retour d'une authentique forêt naine sur sol ferralitique, donc les forêts naines sur latérite ordinaires qu'on peut voir sur les hauteurs de Maurice, à 800 mètres d'altitude à peu près, grâce à l'éradication systématique de tous ces invasifs et notamment des goyaviers, qui concurrençaient en fait trop fortement les jeunes plants indigènes issus de la banque de graines du sol. Il y avait une absence totale de régénération. Donc de 2019 à 2024, ce sont environ 90 plants de Cylindrocline orencei qui ont été réintroduits graduellement par renforcement successif en forêt de Pétrin, et leur suivi aujourd'hui est assuré par nos collègues des parcs nationaux. Après 5 années d'expérimentation et de recul, la majorité des plants a survécu à la réintroduction. Les individus ont généralement connu une forte croissance, un fort développement, ce qui porte à croire que l'habitat naturel restauré de la forêt de Pétrin présente des caractéristiques similaires à celles qui existaient jadis sur la station initiale de Plaine Champagne. Bon, ces premiers résultats satisfaisants imposent cependant de rester prudent, d'autant que la diversité génétique de la très petite population de départ est des plus restreintes, 2 individus. L'observation des premières floraisons in situ et des premières plantules marqueront les prochaines étapes de ce processus long du sauvetage à la réintroduction d'une espèce dans un milieu naturel restauré. L'intervention et l'expertise du CBN de Brest auront joué leur rôle. La poursuite de ce projet est désormais entre les mains des autorités mauriciennes. Début juillet 2024, Catherine Gauthier, très impliquée dans ce projet, et moi-même, avons officiellement transmis le témoin au ministre mauricien de l'agroforesterie, avec la remise des protocoles et itinéraires techniques au gestionnaire local de la biodiversité, représentant les parcs nationaux. L'avenir de cette espèce est désormais
entre leurs mains. Aujourd'hui, évidemment, bien d'autres, pour conclure, bien d'autres sujets nous attendent, comme celui-ci. Peut-être que vous le connaissez parce que c'est un cas qui est relativement célèbre et emblématique dans le domaine de la conservation. Tout à fait au bout, là-bas, à droite, vous avez Euphorbes amaricolis, qui est un palmier endémique de l'île Maurice. Lui aussi, victime de la déforestation, il en existait une petite poignée, 30 secondes et j'ai fini, petite poignée du temps des Britanniques, de l'arrivée des Britanniques. Cette espèce est sur le point de disparaître, car il n'en subsiste aujourd'hui plus qu'un seul sujet très âgé, d'environ une centaine d'années. Cette plante fait une douzaine de mètres et elle est aujourd'hui confinée dans ce qui est devenu aujourd'hui le jardin botanique de Curepipe. Probablement qu'à l'époque, cette plante, il y a 100 ans, vivait dans une forêt contiguë à la ville. À la demande des autorités mauriciennes, donc le conservatoire s'est lancé dans différents essais de culture pour au moins permettre à minima la survie de l'espèce en culture. Les résultats obtenus sur une espèce affine aujourd'hui sont prometteurs. Gageons simplement que ces efforts sur Euphorbes, sur cylindrocline, menés par le conservatoire et ses partenaires à Maurice, NPCS et MCB, permettront de sauver demain le solitaire de Curepipe, Euphorbes amaricolis, qui est un palmier emblématique de l'extinction des espèces. Je vous remercie pour votre écoute. Merci, très intéressant. A-t-on une idée à la louche du coût, comprenant les gens du conservatoire botanique, le défrichement, etc., etc. Parce qu'on est souvent confronté dans le conservatoire botanique à des réintroductions, ça marche pas. Et quand on a affaire à des autorités publiques, quand on leur dit que ça coûte quelques centaines de milliers d'euros, j'imagine, voire plus, on est voué aux gémonies. Oui, je comprends très bien le souci, d'autant que cette plante, Cylindrochil lawrencei, nous-mêmes, nous y travaillons depuis 30 ans. Donc vous imaginez s'il avait fallu, il y a 30 ans, présenter un programme sur 30 ans, impensable déjà, et ensuite le chiffrer, impensable aussi. Il n'y a aucun fléchage possible dans les types de subventions classiques pour réussir à financer des opérations comme celle-là. Et pourtant, tout coûte de l'argent, que ce soit les opérations réalisées à Maurice, ça c'est l'affaire du ministère de l'agroforesterie mauricienne pour ce qui est des restaurations. Donc là c'est pas tout à fait en dehors des actions du conservatoire. Par contre pour les actions du conservatoire, que ce soit notre temps de travail ou les travaux menés en laboratoire qui ont aussi un coût, plus les expéditions en avion dans des soutes thermorégulées, etc. Ce sont des choses que l'on finance ou bien à l'intérieur de plus gros financements. Et là, c'est des réponses à des appels d'offres, type CEPF. CEPF, c'est une sorte de consortium, en fait, où vous trouvez l'AFD, l'Agence française de développement, le ministère japonais des Affaires étrangères, CI, Conservation International, etc. Et ce consortium-là décide et finance de ce qu'il veut, choisir et de ce qu'il veut payer pour pousser des actions de conservation. Donc c'est du temps. C'est du temps pour répondre et éventuellement échouer et recommencer. Et puis ensuite, il y a aussi les partenaires variés, dont des partenaires privés. Je citais tout à l'heure Chloral Botanical Foundation, mais aujourd'hui, notre premier partenaire sur ce projet-là, c'est la première banque des Mascareignes. Si je demande à l'État français, pourriez-vous m'aider pour travailler sur un projet de coopération, puisque la France fait des projets de coopération, ou les régions, la coopération décentralisée, les départements, je n'aurais rien, parce qu'aujourd'hui, ce n'était pas vrai il y a 10 ans, les régions n'ont quasiment plus de coopération décentralisée. Voilà, économie. Donc il faut se débrouiller pour essayer de faire vivre des projets comme ça, et pour réussir à les faire vivre, il faut y croire. Oui, bonjour. Ouais. Moi j'ai une question que tout le monde doit se poser un peu, c'est la génétique. Donc je voulais savoir si vous êtes parti depuis une souche de graines, ou alors est-ce que votre banque de graines, il y avait plusieurs souches, et est-ce qu'il peut être imaginé par exemple d'aller refouiller les sols, retrouver des graines viables et potentiellement ressortir une deuxième souche pour améliorer la variabilité génétique?
Ouais, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, c'est quand même un des très gros problèmes majeurs à se poser pour cette espèce, pour celle-ci aussi, pour le palmier, et pour beaucoup de plantes qui sont au bord de l'extinction, voire éteintes, mais présentes encore en culture, parce qu'on est sur des tout petits effectifs. Donc, c'est une question tout à fait juste. Alors, on a fait une étude pour connaître un peu la variabilité des plantes que l'on a réussi à sortir lors de la première étape de culture d'embryons zygotiques. Et toutes celles qu'on a sorties à partir de graines différentes ont toutes un peu de variabilité entre elles. Mais néanmoins, ça reste extrêmement faible, puisque probablement que leur mère est unique. Il restait 2 pieds dans la nature. La question, c'est est-ce qu'on doit abandonner la conservation de taxons qui sont réduits à une peau de chagrin, moins que 5 doigts de la main, ou est-ce qu'il faut se poser la question de savoir est-ce qu'on a quand même une chance en s'acharnant, en travaillant, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça a du sens? On ne peut pas être dogmatique, on en parlait tout à l'heure avec Éric Imbert qui est là. On ne peut pas être dogmatique sur cette question-là. C'est difficile de généraliser et de penser a priori. On a des cas comme par exemple le bison d'Europe. On a encore peu de recul, mais le bison d'Europe, il faut savoir que les 7000 individus actuellement présents en nature, qui ont été réintroduits en nature du bison d'Europe, descendent de 7 individus adultes uniquement. Reproduit artificiellement, donc en parc zoologique, au milieu du XXe siècle. 4 mâles, 3 femelles. Bon, peut-être que dans 100 ans, le bison d'Europe aura complètement dégénéré et on n'en aura plus du tout. Mais pour l'instant, en tout cas, on peut se poser la question. Idem, la spéciation en milieu insulaire. Regardez une île océanique totalement vierge. C'est une poignée de plants venus des continents, de plantes, de graines qui arrivent et qui colonisent. Vous revenez quelques millions d'années plus tard et vous avez parfois des dizaines de genres endémiques et des centaines d'espèces endémiques à partir de rien du tout au départ, au niveau génétique. Donc il faut serrer les problèmes et en fait on n'est pas capable aujourd'hui de dire que cylindrocline n'a a priori pas d'avenir, même s'il part de très loin. Est-ce que vous pourriez revenir sur la technique utilisée pour la culture d'embryons zygotiques? J'ai pas très bien saisi comment ça fonctionnait. Alors en fait, à l'époque, on était devant un cas concret. L'espèce qui nous intéresse était éteinte en nature, elle était éteinte en culture. Tout ce qui restait à notre disposition, c'était en banque de graines, donc à Brest, à moins 18 degrés, des graines qui étaient congelées. On a essayé de voir si on pouvait les faire germer classiquement, avec des tests de germination classiques. Échec, on n'a pas réussi. Donc là, on s'est dit, bon, la seule chance, c'est d'essayer d'aller voir s'il reste quand même un peu de graines, de vie dans ces graines. Et donc, on a lancé des tests de viabilité. Alors, vous avez plusieurs types de tests de viabilité, colorimétriques, par exemple. Le plus connu, c'est les tests au tétrazolium. C'est dangereux, ça tue les graines. Mais bon, on a plusieurs tests qui permettent de colorer de manière différentielle des zones vivantes ou des zones mortes de la graine. Et donc, on a pu observer que dans ces graines, vous aviez au cœur des embryons encore de la vie conservée là. Et en identifiant les zones, on a pu exciser cette partie des embryons, les placer in vitro et assez facilement, en fait, régénérer des plantules entières, donc racines, tiges, feuilles, in vitro. Voilà comment ça s'est passé. On est en 93, il y a plus de 30 ans.